Et nous tenons à donner un très très chaleureux bienvenue à l'extraordinaire architecte Lina Gottme. Et Lina, on a décidé aujourd'hui, dans le contexte Engadin Art Talk, de parler de tes nombreuses musées, projets de musées, projets de salles d'exposition, de centres d'art, d'espaces, de nouvelles structures, disons pour l'art, que tu es en train de créer, un peu sur tous les continents. Mais avant ça, je voulais peut-être commencer avec quelque chose qu'il y a dans tout ton travail, puisqu'on a eu cette expérience magique ensemble de travailler à Londres sur le pavillon de la Serpentine. Et je me rappelle toujours qu'une des premières choses que tu m'as dit, c'est qu'en fait, pour toi, l'architecture était toujours là. Tu étais enfant à Beyrouth dans les années, disons, 70, 80. Et tu vivais dans cette tour et tu avais l'impression que cette tour n'était vraiment jamais terminée, qu'elle était en construction permanente, que c'était en fait une expérimentation comme un nouvel modèle d'architecture. Et c'est un peu ça qui, déjà dans ton enfance, t'a donné ce désir de travailler dans l'architecture. Je voulais savoir si tu pouvais peut-être nous parler de ça, de ces commencements, parce que je pense que c'est très lié à ce qui vient après. Merci beaucoup, Hans. Je suis ravie d'être déjà avec toi. C'est toujours tellement un plaisir de faire ces conversations. Et merci de m'avoir accueilli dans Lafayette Anticipation et à Christina aussi. Effectivement, moi j'ai grandi à Beyrouth, donc je suis née dans les années 80 et je me rappelais toujours en fait à Beyrouth quand je regardais depuis l'immeuble où on habitait. Les bâtiments qui étaient éventrés après la guerre, mais surtout aussi de voir ces bâtiments qui, malgré le fait qu'ils étaient détruits par la guerre, il y a toujours la vie qui se retrouvait là-dedans, il y a toujours ces enfants qui jouaient dans les ruines, où on voyait presque un bâtiment coupé, et on voit toujours la nature qui prend le dessus. Et cette vue aussi de la possibilité d'un espace qui n'est pas terminé, qui n'est pas fini, qui est en ruine, qui donne aussi la voie à l'imaginaire, était pour moi quelque chose de très puissant dans l'architecture et quelque chose que je trouve important aussi dans la façon dont je conçois l'architecture, comme un espace qui est toujours ouvert, où l'imaginaire et la mémoire est toujours sollicité. C'est quelque chose que j'ai repris aussi, par exemple, dans la Serpentine Pavilion qu'on avait fait ensemble, avec cette idée d'un espace de gathering avec la table qui amène tout le monde autour du même espace, mais aussi cette idée que chaque projet doit émaner d'une certaine mémoire, en fait, qui raconte la mémoire du lieu. Ça vient aussi de cet attachement à Beyrouth qui raconte la mémoire de plusieurs civilisations qui sont passées dans cette ville et qui se révèlent à chaque fois qu'on creuse et qu'on ouvre cette terre pour découvrir son histoire. Là, on voit le pavillon d'Osaka, en fait, qui était au Japon pour le Bahreïn. C'est un espace d'exposition. D'ailleurs, a eu le Grand Prix d'or, je pense, d'architecture. Il faudrait applaudir Lina pour ça. Ça vient d'être annoncé, oui. Thank you. Merci, Hans-Ulrich. C'est vrai que c'est un bâtiment aussi d'exposition parce que c'est une expérience immersive. Ce qui est beau, c'est aussi de travailler dans la temporalité. Là, on est dans l'impermanence parce que c'est un pavillon qui est construit pour une certaine durée, qui est pensé aussi pour être complètement désassemblé et puis que tous ces matériaux peuvent être réutilisés. Donc ça donne aussi une expérience des œuvres, de l'exposition complètement différente. Et l'espace lui-même fait partie de cette expérience immersive de ce que peut être un espace d'exposition qui raconte une histoire. Donc, la pensée, c'est aussi comment un espace devient un espace narratif, pas seulement, il est vecteur aussi des expositions ou des histoires qu'on veut raconter à l'intérieur. Et c'est important, je pense, cette idée qui est peut-être le fil rouge de toutes tes structures, de toutes tes inventions, de tous tes bâtiments qu'on va voir. C'est cette idée d'un ensemble, c'est cette idée de mettre des gens à table qui autrement
n'aurait pas de dialogue. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. Nous vivons dans une société très divisée, très polarisée, où beaucoup de gens ne se parlent plus. Et c'est intéressant que nous trouvons en fait, et je pense même urgent, que nous trouvons tout le temps des nouvelles façons, non, de mettre des gens à table qui se rencontraient peut-être pas. Et ça peut être fait évidemment dans les musées à travers des possibilités très très différentes. Laurent nous a parlé de l'importance des partenariats publics-privés. C'est quelque chose qu'à la Serpentine on fait très souvent. Par exemple, on a fait ça cette année avec le Lego Pavillon, où soudainement on a eu des centaines de milliers de personnes qui sont venues puisqu'ils s'intéressent à Lego. Et Peter Cook a fait une structure en Lego. On a fait ça avec Fortnite, où soudainement on a un projet de corps sur Fortnite. Et sur la landing page de Fortnite, ça veut dire qu'en 2 semaines, il y a 150 millions de joueurs qui jouent avec les jeux vidéo, qui vont à la Serpentine. Des dizaines de milliers d'adolescents amènent leurs parents à la galerie. Mais toi, tu l'as fait magnifiquement direct chez nous avec cette pièce qui s'appelle La Table. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que très souvent, quand nous allons dans les musées, les gens ne parlent pas vraiment à des étrangers ou des étrangères. Ils viennent peut-être en groupe et ils se parlent un peu, mais ce n'est pas un endroit où il y a des nouvelles conversations souvent qui commencent. Et ce qui s'est passé avec cette pièce, c'est exactement ça, que tu as créé une grande table et des gens qui ne se sont jamais rencontrés, d'ailleurs des centaines de milliers de personnes qui ne se sont jamais rencontrées pendant tout l'été. Et je rencontre sans cesse des gens à Londres qui m'ont dit, j'ai rencontré des nouveaux amis. Vraiment, beaucoup de nouvelles rencontres ont eu lieu. Et ça, c'est quelque chose qui était très explicite à Londres, mais qui est d'une certaine façon implicite, je pense, dans tous tes travaux, puisque tu dis que pour chaque building, it's about meeting, togetherness, conviviality, joy, et aussi le temps. Je pense que dans la Serpentine, dans le Serpentine Pavilion, c'était plus direct dans le sens où cet espace faisait écho à des formes de toguna, par exemple, les structures qu'on voit au Mali, que le peuple dogon utilise pour se rassembler, pour décider d'importantes décisions. C'est des toits qui sont assez imposants, qui imposent aussi une certaine posture qui est liée à un peu une posture plus paisible, une posture de conversation entre les gens. Et ce qui me frappe, c'est aussi la capacité de l'espace de nous mettre dans une certaine posture non violente et d'ouvrir des conversations. Et le pavillon, il est cette sorte de toit qui était très bas et cette table qui nous rassemble et qui était censée à la fois nous inviter à des conversations, et notamment ce que je trouvais très intéressant, c'est que quand on faisait des conférences là-bas ou des dialogues, on était tous assis avec le public dans une forme circulaire. Donc il n'y avait pas de mal à poser des questions et à converser, et ça créait vraiment une certaine non-hiérarchie dans cette posture-là. Mais aussi, il y a une question de partage, le fait de partager le même espace, en fait, partager cette même forme, cette même matière. Et je me rappelle dans le catalogue qu'on avait publié, Béatrice Colomine a parlé de cette table comme aussi le potentiel de partager des bactéries, de partager l'invisible, en fait, le living world that becomes an extension through the material that links us. Cette idée aussi, c'est quelque chose qui m'est cher, c'est l'idée de l'hospitalité, en fait, que le musée doit être un espace d'hospitalité et de générosité, où on se sent bienvenu, en fait, et qui n'est pas un lieu élitiste, c'est un lieu qui ouvre vers la diversité et vers la conversation. Quelque chose que j'explore aujourd'hui avec le pavillon permanent du Qatar qui va être construit au Giardini pour la Biennale de Venise. Là, on voit une image et il est situé juste à côté du Book Pavilion, vers là où on a l'espace de restauration. Et c'est toute l'idée d'un espace qui, comme ça, émerge en fait du sol, qui raconte l'émergence de Venise sur l'eau, mais aussi l'émergence du Qatar depuis l'eau, mais qui nous invite aussi vers une plateforme sur la toiture et qui redonne vers tout l'espace du jardin. Et cette idée aussi de pouvoir avoir une nouvelle perspective dans cet espace-là, mais aussi avoir une nouvelle voix, parce que finalement, on n'a pas assez probablement de voix de pays arabes qui sont exprimées dans le Giardini.
Donc c'est comment on raconte l'identité au travers d'une architecture sans que cette identité devienne fixe. Et cette notion d'identité, de mémoire, d'hospitalité est quelque chose aussi qui était au fondament un peu de mon travail quand j'ai gagné le musée national estonien qu'on a réalisé en Estonie. C'est intéressant parce qu'il y avait 26 ans à l'époque. Oui. Là, tu révèles tout mon âge maintenant. Il y avait 20 ans. C'est incroyable, parce que c'était vraiment très très tôt dans ta démarche et ça a tout changé en fait. C'est une compétition qui a tout changé. C'est intéressant par rapport à ce que Laurent nous a dit sur les débuts du Centre Georges Pompidou, puisqu'ils étaient très jeunes, Richard Rogers et Renzo Piano. Parce que là aussi, le jury avait prouvé tout ça, et Niemeyer a eu le courage de donner... Et d'ailleurs, j'ai eu la nouvelle, j'étais devant le Centre Pompidou, j'étais au téléphone devant le Centre Pompidou, c'était vraiment très émotionnel ce moment-là, parce que bien sûr, ils avaient 36 ans, dans les trentaines, en fait, quand ils ont gagné Foster et Rogers et Piano. Et du coup, cette idée de commencer ma pratique comme architecte par ce musée, c'est aussi presque questionner tout ce qui constitue l'architecture, en fait, comme un espace de dialogue. Et surtout, ce que Laurent, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que la question du musée national, est-ce que ça peut exister, en fait? Comment l'architecture est capable d'ouvrir cette notion d'un bâtiment national et que ça devienne plutôt une plateforme pour la création de la culture. Notamment, le bâtiment se lie à cette piste d'aviation qui existe sur le site et se transforme finalement tout le site en une sorte de plateforme ouverte pour les artistes, pour des performances d'art, pour toutes sortes de manifestations pour se passer, et devient plutôt un lieu qui s'étend vers ce paysage, vers cette notion d'infini aussi, donc l'infini dans les possibilités. Et puisque c'est un musée aussi qui parle de l'histoire de l'Estonie, c'est un lieu aussi qui raconte toutes les émotions, l'histoire tumultueuse d'un peuple qui s'est battu pour avoir son indépendance, surtout que ce site a cette piste d'aviation ex-militaire. Mais pour moi aussi, le musée et les espaces d'exposition doivent aussi permettre des espaces de rencontre où l'imprévu peut se passer. C'est les lieux où, justement, entre un espace d'exposition et un magasin, ça devient un lieu de concert, de musique, de transversalité possible. L'autre chose qu'il y a souvent, je pense, dans tes musées, dans tous tes projets d'ailleurs, aussi dans les projets non muséals, c'est le rapport entre intérieur et extérieur. Lina Bobardi a dit une fois « the insides on the outside », non? Les extérieurs sont à l'intérieur et vice-versa. Et tu as un projet d'ailleurs en collaboration avec le Centre Georges Pompidou à Lula qui vraiment connecte, comme beaucoup de tes bâtiments, au paysage. Et comme tu m'as dit, il s'agit en fait pas vraiment d'un objet placé dans un contexte, mais c'est plutôt une série de pavillons qui se dissout, qui se dissout dans la nature et qui connectent d'une certaine façon l'art et le paysage, mais aussi les différentes disciplines, puisque ça connecte l'agriculture, les traditions populaires et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce projet et peut-être de cet aspect, comme tu connectes vraiment à la nature, comment tu connectes au paysage? Le musée d'art contemporain à Lula, ça, c'est aussi une histoire qui raconte le paysage lui-même. Donc le site dans lequel on s'insère, c'est un site agricole. On est en plein cette sorte d'oasis en fait qui traverse le cœur de l'Arabie Saoudite, qui lie aussi le site de Nabatéen au grand désert. Et on se retrouve dans un territoire qui est un territoire très lié à la nature, à l'agriculture, qui a perdu aussi sa trame urbaine. Donc comment construire un musée ici et qu'est-ce que veut dire en fait un musée d'art contemporain à Lula?
je pense que la première approche pour moi, c'était d'aller à la rencontre de la communauté locale, d'aller rencontrer les enfants. Je suis allée vers les écoles, rentrer dans une école primaire où il y avait des enfants de 7 ans, une école de filles, une école de garçons. Et je leur posais la question, pour vous, c'est quoi un musée ? Justement parce que c'est pour eux en fait qu'on construit ces musées-là. C'est des lieux de communauté, c'est des lieux qui doivent dialoguer avec cette génération. Et j'étais étonnée d'entendre les réponses où certains enfants me disaient, une fille me disait, pour moi le musée c'est un lieu de l'extraordinaire, c'est un lieu où je veux aller rêver. Et c'est fantastique d'avoir cette intuition à cet âge-là, de rêver un espace, de vouloir un espace muséal qui nous amène à rêver. Et là j'ai pas des images de ce projet, mais toute l'idée du bâtiment, c'est d'avoir une série de pavillons qui sont entrelacés avec les espaces agricoles. Et qui raconte le lien entre l'art et la nature, le lien entre l'art et l'agriculture, et finalement parler aussi du changement climatique au travers aussi la présence de l'art et l'intervention des artistes. Le Centre Pompidou accompagne sur la programmation de ce projet, et d'ailleurs en janvier vous faites la première exposition sur le site du projet avant même la construction du bâtiment. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer que le bâtiment n'est pas une sorte d'objet qui se met dans un site, mais plutôt qui se dissolve complètement dans ce contexte-là, comme des séries d'expériences qui sont nées de terre et qui nous invitent à voir l'art différemment en relation avec la terre, en relation aussi avec un matériau qui est le matériau qui émerge du contexte lui-même. Et c'est intéressant parce que quand on lit le texte que tu as écrit sur ce projet, en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'archipel. Et c'est quelque chose, c'est vrai aussi pour Venise. Le pavillon, c'est d'ailleurs le premier pavillon dans les Giardini, le pavillon que tu fais pour Qatar, c'est le premier pavillon depuis la Corée du Sud, puisque ça fait, je pense, plus que 30 ans qu'il n'y a pas eu un nouveau pavillon dans les Giardini. Il y a beaucoup de nouveaux pavillons qui s'ajoutent à Venise. Dans l'Arsenal, comme vous savez, il y a beaucoup de nouveaux pavillons qui s'ajoutent dans la ville de Venise. D'ailleurs, mon ex-étudiant Alessandro Petti, quand j'ai enseigné à Venise, il a fait ce magnifique projet qui était sa thèse finale, que si chaque pays avait un pavillon dans les Giardini à l'échelle de la France ou de l'Allemagne, un pavillon plutôt grand, les Giardini seraient une condition urbaine à la Hong Kong. Ça serait des gratte-ciel, non? C'était une très jolie thèse qu'il a écrite. Et donc, évidemment, beaucoup de pavillons se construisent aujourd'hui dehors les Giardini, ils se construisent dans d'autres parts de Venise, et c'est très rare, en fait, que la Biennale est d'accord qu'il y a un nouveau pavillon dans les Giardini. Et là, de nouveau, quand tu as parlé de ce projet-là, tu as parlé de l'idée de l'archipel. Et tout ça, évidemment, nous amène à Édouard Glissant, qui parlait souvent dans les conversations que j'ai eues avec lui, c'est cette idée que le musée ne devait pas être une logique continentale, disons homogénisant continentale, mais qu'il faudrait réfléchir le musée du XXIe siècle comme un archipel, et avec beaucoup de relations entre ces différentes parties de l'archipel. Donc, je voulais te poser la question, tout d'abord peut-être de parler un tout petit peu de ça, mais aussi de nous raconter comment peut-on créer un archipel dans un contexte d'un énorme musée comme le British Museum, parce que tu viens de gagner la compétition l'année dernière pour les Western Range Galleries du British Museum. Et évidemment, là, comme tu dis, il s'agit de créer un musée du monde pour le monde, où ça devient une expérience extraordinaire qui peut nourrir, en français, nourrir, qui peut nourrir nos relations de l'un à l'autre. Et ça aussi, ça m'a paru très, très glissantien comme idée. J'adore ce petit livre d'Édouard Glissant, d'ailleurs, toute cette idée de pollinisation et comment le musée peut devenir un archipel, mais aussi un lieu de pollinisation, de contamination et d'intersection.
Je pense que le pavillon du Qatar à Venise joue ce rôle aussi parce qu'il fait écho aussi à la forme de Qatar lui-même, qui est un pays qui est un peu en sorte d'archipel, mais aussi Venise qui est une ville un peu entourée par l'eau. Et cette idée d'aller en fait vers un lieu qui arrive à nous élever, qui est très connecté à notre environnement, qui est connecté à notre quotidien, mais encore une fois, comme la jeune fille saoudienne, c'est un lieu de l'extraordinaire, c'est un lieu qui nous permet de se poser des questions sur aujourd'hui et qui nous permet de dialoguer et d'interagir l'un avec l'autre. Et dans le cadre du projet du British Museum, là, on est face à la collection du monde. On parle de l'histoire du monde, mais aussi on parle de toutes les controverses en fait qui nous lient à ces collections, à l'histoire d'objets qui viennent d'ailleurs, à toutes ces questions qui sont assez difficiles et qu'il faut pouvoir dialoguer autour. Donc le musée, ici, c'est comment créer un espace de dialogue, comment à la fois donner une dignité aux œuvres qui sont exposées, où l'espace devient presque un vaisseau pour comprendre les œuvres qui sont exposées. Là, par exemple, on voit le mausolée de Halicarnassus, un espace que je crée dans ce musée qui est en triple hauteur et qui fait écho à ce mausolée de Halicarnassus, qui est un des... cette merveille du monde, qui fait écho finalement à sa forme, à cette sorte d'auteur, mais qui aussi devient un lieu de dialogue où le rez-de-chaussée en fait, du musée devient un lieu où les gens se rencontrent, où on peut imaginer des conversations comme aujourd'hui, où on a des espaces éducatifs de part et d'autre, où la vie en fait peut arriver et peut contaminer finalement, et même les controverses peuvent contaminer cet espace qui élève les objets. Et je pense que c'est important dans des lieux muséals de pouvoir raconter notre histoire, mais aussi d'avoir ces lieux de contradiction, des lieux aussi où on peut avoir l'histoire, mais aussi l'art contemporain. Parce que la présence de l'art contemporain dans des musées historiques nous permet en fait de lire notre histoire et de la relier à aujourd'hui aussi. Et de dialoguer dans un continuum en fait. Parce que les œuvres qui ont été produites à ce temps-là, c'est aussi des œuvres d'art. Et je pense que cette continuité est très importante. C'est quelque chose qui m'est cher aussi parce que dans mon process de conception, je parle d'archéologie du futur. C'est ce lien entre le passé, le jour d'aujourd'hui ou le présent, et la possibilité de se projeter dans un futur. Et tu peux nous parler un peu plus de ça, parce que ça, c'est un concept qui revient très régulièrement dans le travail, cette idée de l'archéologie du futur. Comment tu le définis ? C'est à la fois un processus de conception, c'est à chaque fois qu'on commence un projet, je pense un projet comme une archéologie, un peu à l'image de Beyrouth, qui est une archéologie ouverte, où on voit les archéologues, avant de reconstruire ou construire un bâtiment, fouiller dans la terre, retrouver les traces du passé, construire des histoires. Je pense qu'en tant qu'architecte, je pense l'architecture comme un travail de fouille, en fait, où je cherche les traces d'un lieu, je cherche la matière existante, je construis avec le matériau qui existe sur place et j'entends, j'essaye d'écouter le lieu, j'écoute son histoire, j'écoute les gens qui sont dans ce lieu et ça devient comme, on a vu qu'il y a quelques slides avec ces panneaux, avec ces différentes références, différentes pensées qui construisent une mémoire d'un lieu. Et finalement, quand on est dans ce lieu, on a l'impression que ça raconte, qu'il a une mémoire, qu'il construit une connaissance aussi, parce que ça parle aussi de la main, du savoir-faire de la main,
Là, par exemple, on voit un espace dans le British Museum qui est cette galerie verticale, mais aussi diagonale, où on voit l'histoire des objets, de toutes les poteries en fait, au travers du monde. Et dans cette spatialité, on réalise le lien qu'on a avec nos ancêtres, avec l'histoire qui continue, celle de la poterie, le travail de la terre, avec aussi un espace qui est fabriqué avec la terre, avec les débris de tout ce qu'on on a démoli pour construire et qui devient un matériau de reconstruction. Aussi, c'est comment lier à la fois cette matérialité, cette archéologie, cet rapport au sensible, aussi avec la technologie. Donc on voit aussi un écran ici qui fait défiler toutes les informations ou bien raconte finalement ce qu'on est en train de voir dans cet espace. On est ici dans un espace créé par M. Koolhaas. En fait, M. Koolhaas, à un certain moment, nous a parlé, il y a beaucoup d'années, on était dans une conversation, on m'a parlé de cette idée que le grand problème avec des grands musées, c'est que souvent disparaissent les espaces intimes. On s'était promené, d'ailleurs, à cette époque-là, à Rotterdam, au musée Boijmans, et dans ces salles je pense, du 19e, il y a des extraordinaires minuscules espaces. Il y a des très grandes salles, mais des minuscules espaces. Et je sais que pour toi, c'est aussi important. C'est macro, mais c'est aussi micro. Et tu parles d'ailleurs de cette idée que c'est très important qu'il y a une sorte d'aspect plus microscopique, des espaces plus intimes dans le musée. C'est quelque chose dont nous a toujours aussi parlé Tel Adnan. Je me rappelle, Tel Adnan a toujours dit qu'il faut que dans les musées, nous avons des espaces où nous pouvons faire des expériences, disons, à grande échelle, mais après des expériences très, très intimes. Comme par exemple, nous pouvons le faire à Londres, au musée Sir John Soanes. C'était un magnifique exemple, ce musée du 19e siècle de l'architecte Sir John Soanes, qui à la fin de sa vie avait décidé de décaler, de transformer sa maison, où il a enseigné l'architecture, où il y a ses collections, puisqu'il était ami avec de nombreux artistes. Donc il y a des magnifiques tableaux de Constable, de Turner et tout ça. D'ailleurs, il y avait autant de tableaux qu'il fallait plusieurs strates. On ouvre les murs, il y a d'autres tableaux qui se révèlent. Et là, on peut faire ces expériences extrêmement intimes dans cette maison. Comment peut-on, dans un musée à l'échelle du British Museum, créer ces espaces intimes? Cette intimité, je pense que c'est à la fois, ça rejoint aussi l'idée de l'hospitalité en fait et la générosité d'un espace. Et je pense que c'est important de sentir un certain lien dans l'espace. Et pour moi, ça passe aussi par la matière d'un espace. Généralement, on a une redondance des espaces muséaux qui sont des boîtes blanches en fait, qui sont des boîtes qui manquent de matière et qui manquent qui sollicitent moins nos sens. Et je travaille toujours dans cette matière, en fait, de ramener de la matière, ramener de la sensibilité dans les murs, en fait, qui entourent un musée, qui rappellent l'histoire aussi du lieu dans lequel on se retrouve et qui permet, en fait, un certain lien avec les visiteurs. Où les visiteurs ne sont plus juste des spectateurs des objets qui sont exposés, mais deviennent actifs dans le lieu. Et je pense que la typologie de l'architecture et sa matérialité est capable de créer une activation et capable de créer un lien sensible avec le public et de générer cette intimité possible. C'est intéressant parce que là, ça fait transition à un projet que je suis en train de faire en Ouzbékistan, à Bukhara, qui est un musée pour le jadidisme. Et c'est un mouvement qui est hyper intéressant dans l'histoire ouzbékistan et qui défendait un peu la libération des femmes. On voit ici une pièce de théâtre où les femmes battent les hommes, mais c'est intéressant en fait de voir cette histoire qui défendait aussi les sciences, qui amenait les gens à voyager dans la région pour apprendre. Et ce musée-là se trouve dans une maison. Donc c'est vraiment là l'espace de l'intime. Et c'est une maison d'un des leaders de ce mouvement du jadidisme. Et là, on dialogue complètement avec l'histoire, avec le patrimoine, et on crée des espaces qui font écho à une forme
d'écoles en fait qui existaient à ce moment-là. Par exemple, ces sortes d'espaces où on peut s'asseoir au sol, on est dans une certaine intimité aussi par rapport à l'espace qui nous entoure. Les œuvres où bien la découverte de l'histoire se fait en prenant un livre. Donc c'est créer aussi des lieux d'interactivité, des lieux d'intimité, des lieux où on se sent à l'aise, où l'art et l'histoire deviennent proches à nous, en fait, en tant qu'humains. Tu dis d'ailleurs, getting close to the microscale of tactility, of getting all the senses engaged. Et ceci nous amène à un autre thème que je voulais aborder, qui était évidemment l'aspect multisensoriel, non? qui est présent dans plusieurs projets. Et Margaret Mead, l'anthropologue, pendant les années 40, elle a écrit des textes magnifiques où elle explique d'ailleurs pourquoi les gens passent très peu de temps devant les œuvres d'art. Je pense que c'est en moyenne, il y a beaucoup de statistiques, c'est 10, 15 secondes. Ce qu'elle dit, en fait, si nous voulons vraiment si nous voulons attacher le spectateur ou la spectatrice à l'œuvre, nous devons, d'une certaine façon, parler à plusieurs sens. Nous devons créer une situation multisensorielle. Et ceci est évidemment très présent dans beaucoup de rituels. Byung-Chul Han nous parle du fait que justement ces rituels manquent dans cette société de communication, qu'il faudrait réintroduire des nouveaux rituels. Ceci est encore un rôle pour les musées. Et nous avons d'ailleurs cette expérience en ce moment à Londres, à la Serpentine, qui d'une certaine façon a transporté ta table, à table de l'extérieur dans le jardin à l'intérieur de la galerie, puisque nous avons invité Peter Doig à faire une exposition que vous pouvez voir encore jusqu'au mois de janvier. Et cette exposition est vraiment l'idée de mettre ensemble le son et la peinture de Doig, puisque pour Doig, la musique est indispensable et est omniprésente. Comme disait toujours Dan Graham, nous pouvons comprendre un artiste visuel uniquement si nous comprenons aussi quelle musique les artistes écoutent. Et Peter Doig, dans son studio, a des speakers extraordinaires des années 50 de cinéma. Ces speakers qu'aujourd'hui nous n'avons plus. D'ailleurs, dans les années 30, ils étaient encore plus grands. On ne les a jamais vus d'ailleurs, parce que dans ces palais de cinéma, ils étaient cachés derrière l'écran. Et c'est des objets absolument magiques, c'est des sculptures. Ils ont été jetés beaucoup quand on a modernisé les cinémas. Et en fait, Peter Doig est surtout aussi son ami Lawrence Passera, avec qui il a fait l'expo, qui est un gourou de son. Ils ont sauvé ces speakers un peu partout dans l'Angleterre, et on les trouve maintenant à la Serpentine. Et on peut à tout instant donc écouter des disques différents. Il y a différents artistes qui viennent jouer leurs disques préférés, donc l'expo n'est jamais deux fois la même. Et les gens, les visiteurs passent des heures et des heures et des heures dans l'exposition. Exactement ce que Margaret Mead dit, il y a cette sorte d'attachement. Et toi, tu dis donc la même chose, tu dis la tactilité, getting all the senses engaged. Et là, avec Boukhara, tu nous as donné un exemple. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur ça? Moi, par exemple, avec tes plus grands projets comme le British Museum ou avec d'autres projets de musées, tu fais aussi le projet Marc à Hambourg, qui est un autre musée important. Comment arrives-tu à getting all the senses engaged, à engager tous les sens? Je pense que la réflexion vient du fait, c'est un peu quelque chose de très spontané auquel j'ai pensé. Quand on voit une œuvre d'art, en tant qu'artiste, généralement, le travail d'un artiste, c'est un travail qui est très profond, en fait, qui est très psychologique. Généralement, si on regarde les artistes libanais, que j'ai beaucoup exposés aussi au travers de mes maquettes à Venise, c'est des travaux qui racontent la guerre, qui racontent des moments très difficiles en fait, qui sont vécus, qui reposent des questions sur notre société. Et finalement, quand une œuvre est exposée dans un musée, elle perd toute cette épaisseur en fait, qui l'accompagne. En tout cas, elle est réduite à une expérience fractionnelle par rapport à tous ces niveaux de pensée qui existent dans une œuvre elle-même. Et parfois réduite aussi à un cartel à côté. Donc c'est une énorme frustration pour moi. Et j'ai toujours pensé comment on arrive à raconter ce travail d'atelier, ce travail, cette épaisseur. Et je pense que c'est là où la matière et le croisement avec d'autres disciplines devient assez important
pour contaminer la typologie de la boîte blanche ou du musée parfait et lui ramener la vie, en fait, lui ramener la musique comme vous avez fait à la Serpentine, qui est magnifique de rentrer, en fait, et puis tout de suite on comprend, on voit comment Peter Doig est en train de faire ses peintures avec cette musique et quelle énergie, en fait, se retrouve dans ces œuvres-là. Ou par exemple un espace qui m'a beaucoup touchée, c'est le Chashu Museum à Laoshima, quand on rentre voir les œuvres de Monet avec la lumière naturelle, avec la matière qui est au sol, avec la pierre au sol. Et il y a une sensation complètement différente et une lecture différente de l'œuvre. On sent l'artiste qui est en train de peindre ce bleu profond avec la lumière naturelle. Et cette recherche-là, on la mène dans mon atelier, hein, on la pousse un petit peu. On essaye de se poser la question, quelle est l'histoire en fait du musée? Est-ce que c'est la pyramide où on avait les défunts avec leurs objets qui sont enterrés là-dedans? Est-ce que c'est Johnson Museum qui est le musée avec les objets qui se retrouvent autour? La naissance du musée européen, Centre Pompidou ou bien le British Museum? Donc, comment en fait ces espaces peuvent se transformer et quelles sont les formes possibles du musée? Et là, par exemple, ce que je montre ici, c'est une forme de archive museum que j'ai développé au Liban avec un collectionneur qui collectionne des œuvres autour d'artistes qui ont dépeint l'histoire du Liban. L'idée, c'est que c'est un espace un peu où on découvre l'art par l'interaction que les visiteurs peuvent avoir dans ce sorte de storage house. Et dans les entrailles du sol, on a différentes pièces et chaque pièce devient une pièce peut devenir par exemple une salle à manger où on est entouré par des œuvres. Une autre pièce, c'est plutôt a bedroom and we have artwork around. Une autre, c'est le salon. C'est vraiment croiser aussi d'autres typologies où on ramène aussi les œuvres dans le quotidien, où on a cette sensation aussi d'atelier, d'un lieu de travail. Après, le Marc à Hambourg est un musée qui de nouveau connaît comme le musée de la Pobucara, avec l'histoire, d'une certaine façon le futur pour librement citer Panofsky est parfois inventé avec des fragments du passé. Et là, c'est donc une question qui se pose là, comment en fait aborder une collection qui vient de différentes parties du monde et vraiment raconte l'histoire coloniale de l'Allemagne avec un grand focus sur Hambourg spécifiquement. Comment tu travailles avec ces objets? Ça, c'est un musée hyper intéressant qui est à Hambourg et qui, justement, cette collection coloniale qui a été rassemblée d'Afrique, de tous les pays colonisés, et qui aussi lui-même a une présence hyper coloniale. Donc la première approche, c'était comment on arrive à transformer tout le parvis, toute l'architecture du bâtiment lui-même et lui donner une certaine humanité, de ramener aussi la réappropriation des places publiques qui sont en face de ce bâtiment. Et je pense que la deuxième étape, ce qu'on est en train de travailler avec la directrice du musée, c'est des formes de galeries qui commencent à devenir des galeries de conversation. On imagine par exemple une galerie qui est une galerie de négociation d'histoire. C'est pas juste un espace d'exposition des œuvres, mais c'est un espace de négociation. Une deuxième galerie, c'est un espace où on découvre les œuvres plutôt pour leur forme artistique, pour leur beauté. Donc, comment un espace devient plutôt une sublimation de ces œuvres qui sont faites de manière artisanale, qui racontent le pouvoir de la main, etc. Et un troisième espace qui raconte plutôt ce qu'on peut construire dans le futur, c'est the way forward. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans ce cadre-là, puisqu'on n'est plus dans juste exposer des œuvres, mais on est dans des espaces de dialogue et des espaces de construction, de vision aussi de ces œuvres de façon différente, avec une conscience postcoloniale
hyper importante aussi de comment décoloniser le musée. Et je pense que c'est un sujet essentiel aujourd'hui dans les musées. On ne peut plus voir juste une œuvre qui arrive du Bénin sans pouvoir reposer la question comment elle est arrivée là, comment l'espace qui l'entoure, quelle matière il est composé, est-ce que cette œuvre est capable de voyager de nouveau ou pas. Elle ne peut plus être ancrée dans les murs de l'espace où elle est exposée. Elle doit pouvoir offrir une conversation. Elle doit être appréciée pour ses valeurs artistiques et elle doit pouvoir ouvrir aussi the way forward d'une certaine façon. Et pour décoloniser le musée, pour trouver ce way forward, avec nombreux de tes projets, en fait, quasiment avec tous tes projets, tu travailles avec des artistes. Et là, j'étais à Bukhara, justement, il y a quelques semaines, pour voir cette biennale formidable de Diana Campbell a fait, qui d'ailleurs a inventé une sorte de nouvelle règle du jeu d'une biennale, puisqu'elle a invité les artistes à non seulement réaliser des pièces locales, puis toutes les pièces ont été réalisées localement, il n'y avait pas eu de transport, mais aussi que chaque artiste d'ailleurs a été invité à collaborer avec des artisans, avec un ou une artisan local. Et donc l'œuvre a toujours été co-signée par l'artiste et l'artisan en égale co-authorship. Et c'est très intéressant quand j'étais à Bukhara, il y avait donc Tarek Atli qui a fait une performance, et ça m'a fait rappeler que tu fais beaucoup de projets avec lui, ça m'a fait rappeler cette idée que tu vraiment très très souvent impliques les artistes assez tôt dans tes projets. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un petit peu en général, mais peut-être aussi nous donner 2 ou 3 exemples, comment tu impliques les artistes très concrètement dans ce processus? Je pense qu'il y a deux volets ici. Il y a d'un côté l'implication des artisans, et je pense que le travail des artisans dans l'architecture amène ce rapport sensible et son rapport sensoriel à l'architecture, mais aussi est capable de transformer l'architecture en une œuvre vraiment qui peut être vécue de manière beaucoup plus profonde dans un paysage urbain, comme le bâtiment de Beyrouth, où toute la façade a été faite à la main avec des artisans locaux, où on a vraiment sculpté cette façade, où vraiment les artisans qui venaient, qui sont des migrants, qui viennent de Syrie et de guerre, sont participés finalement à cet un peu processus émotionnel qui est l'architecture. Et pour moi, les artistes, c'est aussi des personnes qui sont capables de poser des questions en fait dans le processus d'une production architecturale. Par exemple, quand j'ai participé au concours du British Museum, j'ai convié Ali Chéri pour qu'il fasse partie de l'équipe. Et c'était hyper intéressant comme conversation qu'on a pu avoir, puisque son angle de vue est complètement différent. Ali Chéri travaille sur cette idée aussi d'archéologie, sur la composition d'objets comme des cadavres exquis qui racontent l'histoire, des histoires violentes, mais qui racontent aussi les histoires postcoloniales de certains objets, et qui ramène aussi une vision un peu transversale de comment on peut exposer l'histoire aujourd'hui. Dans un autre cadre, là, sur la résidence Tadar qu'on a rénovée et qui a été livrée l'année dernière, c'est un espace qui accueille les artistes et les arts sous différentes formes. Et l'idée ici, c'est de créer une sorte d'espace qui est un peu une expérience de lumière, où on a cette sensation du vide aussi, où c'est nos pensées et nos créations qui vont venir remplir cet espace. Et ça, c'était possible aussi en faisant ces conversations avec Tarek Atli, avec Sandra Tetchman, avec les artistes, comment créer une sorte de nouvelle forme de salon d'art contemporain où les artistes peuvent rester, mais aussi ça peut créer des lieux de dialogue entre les différents invités du lieu. Ça, c'est aussi cet appartement que tu as créé, où d'ailleurs il y a dans le sous-sol, il y a le laboratoire avec l'atelier d'une certaine façon, il expérimente, et en haut il y a cet appartement qui est aussi résidence. J'avais 2 dernières questions, très peu de temps qui nous reste, mais une question que je voulais toujours te poser, c'est que tu as souvent écrit cette idée que les bâtiments sont des corps.
Et ça, évidemment, ça a commencé avec Stone Garden, non? Ton projet très connu qui est une tour, mais c'est intéressant, c'est une tour, mais il y a aussi le sol. Et il y a quelque chose de très terrestre, souvent, par rapport à ça. Pouvons-nous parler de cette idée du bâtiment comme corps et le lien à la terre? Oui, il y a un exemple intéressant ici, mais qui est sur une exposition et justement qui lie en fait, qui nous lie à la terre et qui raconte un peu, encore une fois, ce rapport aux artistes. Et là, c'est l'exposition d'Olga Demaral, qui était la dernière expo de la Fondation Cartier avant l'inauguration il y a quelques jours. Et là, c'est comment raconter les œuvres d'Olga Damaral qui sont très liées au paysage de la Colombie, à la terre de la Colombie, ici à Paris, dans un espace qui est ouvert au jardin. Et il suffisait ici de juste, pour moi, de ramener ces grands pierres, en fait, qui sont faits de schiste et d'ardoise, excusez-moi, et qu'on a exposé dans cet espace-là et qui venait ramener en fait ces œuvres en attachement au sol, mais aussi venait étendre le jardin extérieur vers l'intérieur. Et là, il y a quelque chose de très tellurique en fait qui se crée, mais aussi qui nous permet de voir l'histoire de la création de son œuvre, qui est très liée à ces paysages avec des pierres très noires aussi qu'on voit en Colombie, et qui permet de faire une exposition sans rien construire finalement. Juste créer ce parcours par des objets, par la terre elle-même. Aussi ce rapport au corps qui est très important pour moi dans l'architecture, mais aussi dans une exposition. Le sous-sol de cet espace d'exposition était pour moi un lieu qui me rappelait les moments de guerre où on se réfugiait en sous-sol. Et du coup, c'est vraiment un lieu qui est un cocon, c'est un lieu de protection. Et là, on est dans un lieu qui nous englobe, qui a une sorte de cocon aussi, où on voit les œuvres en suspension comme des rêves, en fait, qui sont des apparitions éclairées dans cet espace rond, en fait, qui est aussi où la matière des murs est granuleuse et qui, à chaque fois qu'on touche le mur, on est amené à vivre, en fait, la sensation aussi du gesso que Olga Demaral utilisait sur le textile avant de peindre ses œuvres. Donc c'est cette bodily experience que je trouve très importante dans à la fois l'architecture ou même dans une exposition qu'on essaye de déployer à chaque fois dans chaque projet. Et ça pose aussi une question, par exemple, dans une exposition, avec quoi on construit. Là, c'est construit avec la lumière, tu vois, on construit toutes les partitions juste en créant une ligne de lumière. Donc comment aussi aujourd'hui on peut devenir encore plus durable dans un espace de musée. C'est une merveilleuse conclusion. J'avais une toute dernière question, c'est la seule question en fait récurrente dans toutes mes conversations d'artistes, d'architectes, une conversation sur le projet non réalisé, comme tu sais. Je t'avais déjà posé cette question avant. Et c'est fascinant parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour lesquelles un projet reste non réalisé. Ça peut être trop cher, trop grand, trop petit. Ça peut être aussi utopique, non réalisable. Ça peut être des projets oubliés, quelque part dans un fichier, dans un tiroir. Ça peut aussi être des compétitions perdues. Dans l'architecture, évidemment, souvent c'est le cas. Ça peut aussi être des projets censurés, ou comme mon ami Doris Lessing a toujours dit, il y a aussi des projets que nous voulons aborder et n'osons pas faire ce que Doris Lessing a appelé une sorte d'autocensure peut-être. Donc tout ce range, wide range du projet non réalisé, pourrais-tu nous parler d'un projet peut-être qui te tient particulièrement à cœur, que tu aimerais bien réaliser dans le futur? Ou d'une compétition où tu n'avais pas gagné, un projet que tu voudrais encore réaliser plus tard? Ou un projet utopique? Je pense que le projet non réalisé, c'est le projet de demain pour moi, parce que c'est dans chaque fois qu'on développe un projet, même si on ne gagne pas tous les concours évidemment, c'est aussi des projets qui nourrissent la pensée à chaque fois, en fait, donc sont réalisés finalement dans notre espace mental.
Probablement un des projets que j'aime beaucoup, c'est le bâtiment d'archives ouvertes que j'ai montré avec cet espace qui reproduit un peu la forme de la maison enterrée dans le sous-sol. Et malheureusement, ce projet s'est arrêté quand il y a eu la crise économique et l'explosion au Liban. Et c'est un projet que j'aimerais beaucoup justement réaliser et faire vivre. Et une autre chose que j'aimerais beaucoup développer, c'est qu'on fait beaucoup de recherches dans mon atelier. Donc chaque projet, vraiment, c'est un livre de recherche. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup publier et rendre un peu individuel toutes nos recherches. Bon, quand on parle de musée, on a vraiment une sorte d'archive, en fait, d'archéologie d'histoire. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer et rendre plus accessible à tout le monde. Please join me in a big round of applause for Lina Goldman.